La première, 9h-10h, l'histoire continue. Bertrand N, Hélène Maquet. Commander, Et le commandant, comme d'habitude, the usual very très droit, Je pense qu'il représente une alternative certainement meilleure. Mais c'est ça la guerre. La guerre c'est sale, c'est pas propre. C'est un de ces jours où, une fois de plus, l'Afghanistan a basculé. Le 9 septembre 2001, un chef de guerre a été tué dans les montagnes du nord du pays. Le commandant Massoud était une icône de la lutte contre les talibans. Sa mort, puis 2 jours plus tard, les attentats du 11 septembre ont précipité l'Afghanistan dans une guerre qui durera 20 ans. Et depuis, nous le voyons plus que jamais ces dernières semaines, l'histoire continue. Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue dans ce premier numéro de l'Histoire continue. Chaque semaine, désormais, nous vous racontons ces histoires du passé, ces histoires qui ont marqué l'actualité des dernières décennies. Oui, et ces histoires qui résonnent encore aujourd'hui, et nous retisserons avec vous les liens entre le passé et le présent avec des récits, des archives et aussi des invités en studio. Et pour cette première émission, nous avons décidé de revenir 20 ans en arrière pour raconter l'histoire qui nous a menés ces dernières semaines à la chute de Kaboul, la reprise de Kaboul en réalité par les talibans. Car cette victoire des talibans, cette humiliation aussi des Occidentaux, on ne peut la comprendre sans revenir au début d'un cycle. Nous avons choisi de revenir aux sources et de démarrer cette histoire 2 jours avant les attentats du 11 septembre 2001, le jour de l'assassinat du commandant Massoud, chef de guerre afghan. Oui, nous sommes donc en 2001, dans un pays tiraillé par des années de guerre, puisque les soviétiques ont envahi l'Afghanistan en 1979, ils ont échoué, ils se sont embourbés, ce qui a d'ailleurs participé à la dislocation de l'URSS. Puis, le champ de bataille délaissé a accouché de luttes entre clans, entre les chefs de guerre afghans qui s'étaient coalisés, certains soutenus par les Américains. Et puis en 1996, les talibans, mouvement fondamentaliste islamiste, sont entrés dans Kaboul, la capitale afghane. Et donc depuis 5 ans, ils ont mis en place en Afghanistan un régime religieux très strict, notamment pour les femmes, avec à sa tête le Mollah Omar. Alors Bertrand, il y a le régime taliban et puis sur les terres afghanes, il y a Al-Qaïda. Il ne faut pas les confondre. Al-Qaïda, qui est une organisation djihadiste, anti-américaine, anti-occidentale, qui mène des attentats terroristes. Il y a des camps d'entraînement militaire d'Al-Qaïda. À la tête de cette organisation, on retrouve un Saoudien qui va devenir l'ennemi public numéro 1, Oussama Ben Laden. Et en gros, les talibans, ils permettent à Al-Qaïda de s'implanter sur leur territoire, le territoire afghan. Alors voilà, le décor est planté côté afghan. Un mot quand même, Bertrand, des États-Unis où c'est George W. Bush qui est président. Oui, républicain, président républicain. Il a pris la tête du pays quelques mois plus tôt, après les 2 mandats démocrates de Bill Clinton. Nous sommes donc au début septembre 2001 et George W. Bush ignore évidemment que son destin de président va basculer le 11 septembre. Alors on va revenir sur cette suite d'événements avec nos 2 invités. Adjal Habib, bonjour. Bonjour. Journaliste à la RTBF, vous êtes allé sur place en Afghanistan pendant la guerre pour suivre cette guerre d'Afghanistan. Vous y êtes également retourné plus tard pour réaliser un documentaire sur les femmes afghanes. Et avec nous, Nicolas Gosset. Bonjour Nicolas Gosset. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'école royale militaire, spécialiste de la géopolitique de l'Asie centrale. Et peut-être, première question, avant de rentrer vraiment dans le récit, pourquoi, pour vous, doit-on aujourd'hui revenir sur cette mort de Massoud, Nicolas Gosset ? Parce que, de manière générale, on ne peut comprendre les événements actuels que si on regarde l'histoire longue de l'Afghanistan. Parce qu'effectivement, ce qui semble historiquement très spectaculaire aujourd'hui ressemble à des événements qu'on a connus plus tôt dans l'histoire, notamment au début des années 90, après la chute du régime soviétique. Et Massoud a vraiment été la figure qui a incarné tout ce demi-siècle de conflit afghan jusqu'à l'effondrement des tours du 11 septembre et l'arrivée du régime taliban. Adjal Habib, pour vous, pourquoi est-ce qu'il faut re-raconter aujourd'hui cette histoire, cette mort du commandant Massoud ? Beaucoup ont dit à l'époque que le 11 septembre n'aurait pas eu lieu si
le commandant Massoud n'avait pas été tué avant. Il faut se rappeler que le commandant Massoud était venu en Europe, il avait appelé à l'aide, il avait dit qu'il y avait un danger qui risquait aussi de se répandre et de toucher à terme l'Occident. Il avait été trouvé des soutiens et donc il fallait quelque part éliminer celui qui représentait finalement le plus grand risque pour les talibans. Allez, avant de vous retrouver tous les deux, on se replonge donc dans ce mois de septembre 2001 qui va changer la face du monde. « 9 septembre 2001. Il va être midi. L'automne arrive encore doux sur les pentes rouges des montagnes qui entourent le village de Kajabaoudine, tout au nord de l'Afghanistan. Dehors, les hommes montent à cheval le long de la rivière. Le soleil rentre par les fenêtres d'une petite guest house. À l'intérieur, le commandant Massoud est assis. Il n'a qu'un quart d'heure à consacrer aux 2 journalistes marocains venus jusque dans le nord, jusqu'à la frontière tadjike, pour lui parler. Il doit partir rapidement sur la ligne de front, là où ces hommes, les hommes de l'Alliance du Nord, se battent contre les talibans. La caméra ne tourne pas encore. Le front du commandant Massoud se plisse. Les questions que le journaliste lui pose l'agacent. Pourquoi, à Paris, avez-vous dit que Ben Laden est un tueur? Pourquoi, en Belgique, avez-vous dit qu'il est un fanatique? Pourquoi êtes-vous contre lui? Massoud n'aime pas les interviews, mais il a accepté celle-ci parce que, bien que musulman, il a besoin de soigner son image dans le monde arabe. Alors il dit au caméraman, sûr de lui, « Allumez la caméra ». Le journaliste pose sa première question en anglais. Quelle est la situation en Afghanistan? L'homme qui traduit a à peine le temps d'ouvrir la bouche. J'avais à peine traduit. Et le commandant, comme d'habitude, très droit, sûr de lui, et en même temps chaleureux avec ses soi-disant journalistes, a commencé à dire un mot et la bombe a explosé. Un souffle traverse la pièce, un feu bleu envahit l'espace. Toujours la confusion sur l'état de santé du commandant Massoud. Selon certaines sources, il serait mort, selon d'autres, il serait blessé. Ce qui est certain, c'est que le chef militaire de l'opposition afghane a été victime hier d'un attentat commis par 2 kamikazes. Dans les rédactions, le lendemain, ce n'est pas très clair. Le lion du Panjshir vient-il d'être tué? Est-il simplement blessé? Le caméraman portait une ceinture explosive. Il n'est d'ailleurs pas caméraman. Son compagnon n'est pas journaliste non plus. Tous deux sont en réalité tunisiens. Leurs passeports sont belges. Quelques jours plus tôt, une journaliste française a pris des images des 2 hommes dans l'avion qui les a menés à Kajabaoudine. On les voit assis dans la carlingue. L'un d'eux se cache le visage. À l'avant-plan, Daman Abdal Sattar, un Tunisien de 39 ans diplômé en journalisme. Il s'est entre autres inscrit à l'ULB, c'était en 1990. Une couverture sans doute, puisqu'il n'a jamais présenté aucun examen. Le second meurtrier, dont le nom reste tenu secret, était lui en séjour illégal chez nous. Mais enquêteurs belges et français sont aujourd'hui persuadés que l'assassinat du commandant Massoud a bel et bien été commandité par le groupe Al-Qaïda quelques jours plus tôt. Autre certitude, c'est bien la filière tunisienne implantée à Bruxelles qui s'occupera de la logistique. Abdel Sattar Daman est bien parti de Belgique à l'automne 2000 pour aller vivre en Afghanistan. Son épouse, qu'il a rencontrée à Molenbeek, Malika El Haroud, l'a rejoint quelques mois plus tard. Ensemble, ils veulent aller vivre cet Afghanistan martyr de l'impérialisme américain, cet État qui se construit appuyé sur la charia, la loi islamique. Le couple s'installe à Jalalabad, la ville des élus. Là, se dressent des maisons offertes par Oussama Ben Laden, chef de file des djihadistes d'Al-Qaïda, à ses meilleurs combattants. Malika El Haroud a raconté ses mois passés à Jalalabad et ce qui a fait son mari. Pendant ces 9 mois, il a reçu une formation militaire. Dans les camps d'entraînement? Dans les camps d'entraînement, il y en a pas mal en Afghanistan, donc lesquels exactement, je ne sais pas. Je n'en sais rien. Il devait aller se battre? Il se préparait pour aller en Tchétchénie, oui. C'était l'objectif. Nous sommes début mars 2001.
Abdel Sattar Daman et Malika El Haroud sont donc à Jalalabad. Le gouvernement taliban ordonne à ce moment-là la destruction des Bouddhas de Bamiyan. La doctrine islamique interdit la production d'images figuratives. Pour le Mollah Omar, le chef des talibans, les gigantesques Bouddhas gravés dans la pierre sont une horreur impie. Le 8 mars, 15 siècles d'histoire classés au patrimoine mondial de l'UNESCO partent en poussière. Ces images d'amateurs sont les premières de la destruction des grands Bouddhas de la vallée de Bamiyan. Rien ni personne, et même pas les rares défenseurs pakistanais et séoudiens des talibans, n'ont pu empêcher les mollahs de Kaboul de dynamiter un des grands patrimoines de l'humanité, un des symboles de l'universalité de la culture, de la rencontre pacifique de l'Orient et de l'Occident. La destruction des Bouddhas de Bamiyan soulève l'indignation générale dans les médias occidentaux. L'entourage du commandant Massoud y voit l'opportunité d'aller placer l'Afghanistan dans l'esprit des dirigeants européens. Une tournée est organisée. Le 7 avril, Ahmed Shah Massoud arrive à Bruxelles. Coiffé de son pakol, bonnet traditionnel, il est reçu par Louis Michel, alors ministre des Affaires étrangères. Il n'a pas demandé d'aide militaire, il a surtout demandé qu'on fasse pression sur le gouvernement pakistanais. Il m'a donné l'impression d'être très attentif à ça et très demandeur sur ce plan-là. Et nous allons relayer cette demande. Le discours du commandant Massoud séduit. Je pense qu'il représente une alternative certainement meilleure, plus ouverte. Son programme ou son projet, c'est en fait un modèle républicain avec des élections libres pour les hommes et pour les femmes. Il l'a réaffirmé aujourd'hui. C'est quand même un autre modèle que le modèle intégriste qui actuellement accourt dans le reste de l'Afghanistan. À peine 3 mois plus tard, à Jalalabad en Afghanistan, une mission se prépare. 2 hommes, dont Abdel Sattar Daman, partent caméra explosive au point. Direction, le nord de l'Afghanistan. Il leur faudra plusieurs semaines pour y parvenir. C'est là que la caméra piégée fera son œuvre. Le commandant Massoud est emmené en jeep jusqu'à l'héliport. Il meurt rapidement, mais son décès est tenu secret pendant plusieurs jours. La résistance aux talibans est orpheline. Aujourd'hui, malheureusement, Ahmed Shah Massoud, qui était en charge de la défense de la République islamique d'Afghanistan, est mort. Nous avons perdu un chef, notre père, notre frère. Les troupes de l'Alliance du Nord ont perdu leur chef. Les talibans sont plus que jamais en place en Afghanistan. Les djihadistes d'Al-Qaïda, eux aussi, y sont bien implantés. Voilà l'état de la situation le 10 septembre 2001. Le lendemain, le 11 septembre, le monde va basculer dans une nouvelle réalité avec les attentats du World Trade Center. 1 an plus tard, Malika El Haroud, la femme d'un des 2 hommes qui a tué Massoud, est rentrée en Belgique. Elle témoigne au journal télévisé, un témoignage qui dévoile crûment cette réalité nouvelle des Belges qui partent faire le djihad. Est-ce que vous auriez pu imaginer un instant qu'il aurait pu assassiner quelqu'un ? Comme ça, comme il a fait, non, jamais, non. Se battre pour défendre quelqu'un et risquer sa vie, oui. Mais comme ça, non. Je pensais pas, non. Le voir mort dans ces conditions, voir cette boucherie, qu'est-ce que ça suscite en vous ? Est-ce que vous êtes toujours en harmonie avec cet objectif, cet assassinat ? Mais c'est ça la guerre. Hein. La guerre, c'est sale, c'est pas propre. La guerre, c'est des bras en l'air, des crânes fracassés. Hein. Si c'était à refaire, si vous deviez repartir en Afghanistan, vous repartiriez ? Si c'était à refaire, par la grâce de Dieu Tout-Puissant, avec son aide, pour les mêmes raisons, oui, je repartirai. Alors, à Jalalabad, c'est votre voix qu'on entend interroger Malika El Haroud, la femme donc de l'homme qui a assassiné le commandant Massoud. Quel souvenir vous regardez de cette interview, et puisque vous avez encore des contacts avec Malika El Haroud? Alors tout d'abord, oui, ça me fait un drôle d'effet. Je dois dire que j'ai le ventre noué.
Je me souviens de ce jour où elle est arrivée à la RTBF. C'est dans le bureau du rédacteur en chef qu'on lui a fait visionner ces images. Elle est arrivée voilée. J'avais obtenu ces images du traducteur d'Ahmed Shah Massoud, le commandant qui avait été assassiné. Et qu'est-ce qu'on voyait ? Eh bien, on voyait que son mari avait tenté de fuir après l'explosion parce qu'il n'est pas tué tout de suite et qu'il va être abattu dans la cour. Et puis on voit surtout l'explosion et, comme elle le dit très bien, des bras en l'air, etc. Donc c'est très dur et ce que je ressens là en écoutant sa voix, c'est une faille quand même. Quand elle dit dans un premier temps, je ne pensais pas qu'il serait capable de ça, je crois qu'elle est sincère. J'imagine son effroi quand on est venu frapper à sa porte à Jalalabad pour lui dire que son mari avait été fait martyr et qu'elle devait s'en réjouir. Il y a d'une part cette femme amoureuse, qui était amoureuse vraiment d'Abdesattar Dahman, qui incarnait pour elle le musulman pieux qui parlait l'arabe. Elle était très impressionnée parce qu'il savait lire l'arabe, alors qu'elle est une petite fille arrivée en Belgique à l'âge de 5 ans, déracinée, rebelle, rejetée par son milieu. On peut peut-être y revenir. Mais donc il y a tout ça qui se mélange et puis tout à coup il y a cette faille qu'on entend dans sa voix et puis il y a ce durcissement, comme si sa survie c'est ça, la lui guerre. commandait d'aller jusqu'au bout et de sombrer fatalement dans l'extrémisme comme seule issue en fait. Nicolas Gosset, on entend à travers ce récit particulier que nous fait Adjal Habib de l'histoire de Malika El Haroud, cette présence d'Al-Qaïda en Afghanistan à l'époque, en 2001. C'est quoi la présence d'Al-Qaïda ? C'est beaucoup de monde, ça prend quelle forme ? Ah oui, c'est des milliers d'hommes depuis plusieurs années. Il faut bien réaliser qu'au moment où l'assassinat de Massoud a lieu, la présence d'Al-Qaïda, donc c'est-à-dire cet abcès de fixation de djihadistes internationaux venus de plein de pays différents, concentrés dans des camps en Afghanistan, c'est le maximum de l'importance de ce phénomène. Donc ça représente probablement 10 000, 12 000 hommes, même plus, très aguerris, qui ont finalement institué une sorte d'entité indépendante à l'intérieur de l'émirat taliban. Parce que, évidemment, ils bénéficient du sanctuaire, on dit souvent de l'accueil, de l'hospitalité des talibans, qui sont des Afghans. Les Centra-Asiatiques sont des gens qui sont hospitaliers. Ben Laden est un étranger. Ces gens sont des étrangers, des combattants arabes. On leur fournit l'accueil, on leur fournit l'hospitalité, on les protège. Et donc, il y a cette dimension-là qui est importante. Et effectivement, ces gens s'entraînent, soutiennent militairement les talibans dans des commandos d'élite qui leur permettent vraiment de faire le gros des opérations les plus fortes. Donc ils ont un rôle qui est militaire, politique, très important dans le régime taliban de l'époque. D'accord, mais il ne faut pas les confondre. Et ça, c'est évidemment une des leçons aussi de cette histoire depuis 20 ans. La première, l'histoire continue. Hélène Maquet, Bertrand Haine. Et on continue à retisser le fil de l'histoire de ce contexte de l'Afghanistan de 2001 qui a vu la mort, l'assassinat du commandant Massoud. On l'a dit, il y a Al-Qaïda en Afghanistan. Adjal Habib, il y a aussi les talibans. Qui sont les talibans ? Alors, taliban, littéralement, ça veut dire étudiant en théologie. Le mouvement, pour vraiment remonter à sa naissance, il faut aller jusque dans l'Uttar Pradesh en Inde et remonter à la deuxième partie du 19e siècle. Ouais. Et donc c'est un mouvement déobandite qui est né en fait en résistance à l'occupation britannique. Et donc on va prôner un islam rigoriste, extrémiste, pour prôner des valeurs qui sont antinomiques et qui vont rassembler en fait contre l'occupant britannique. Plus tard, bien plus tard, ce courant islamiste va germer dans ce qui deviendra le Pakistan, donc à la frontière avec les villes de Peshawar et de Quetta qui vont devenir les chefs-lieux principaux. Et il va être alimenté en fait par les Pakistanais via la CIA qui voit dans ses étudiants en théologie, donc les Américains, il va même y avoir ce qu'on va appeler de façon secrète le programme afghan qui va en fait
trouvé que les talibans, les extrémistes religieux, sont un rempart naturel contre le communisme et cette volonté d'expansion de l'URSS. Donc d'un côté, l'URSS qui veut étendre son influence via le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, etc., donc le nord, et de l'autre côté, le Pakistan soutenu par les Américains qui vont armer et alimenter aussi financièrement les talibans. Et le commandant Massoud, qui est un opposant historique alors des talibans, Nicolas Gosset. Oui, mais c'est un peu plus compliqué que ça aussi, parce qu'il faut se rappeler que l'Afghanistan, au début des années 90, c'est un pays effondré, aux mains de factions militaires, des commandants moudjahidines qui se battent les uns contre les autres, qui terrorisent la population. Et les talibans ne sont qu'une partie de ces chefs de guerre. Et Massoud est un de ces chefs de guerre. Alors il est un chef de guerre qui est plus policé, plus éduqué, plus bienveillant, moins sanguinaire que d'autres, mais il en est un parmi d'autres. Et au sud de l'Afghanistan, les chefs de guerre sont particulièrement durs et rendent la vie impossible aux populations. Et les talibans, dans les années 93, ils apparaissent comme une alternative, pure à ces commandants qui détruisent la vie des gens et qui agissent de manière impie n'importe comment. Donc ils arrivent avec un projet de revitalisation, réjuvénisation de l'Afghanistan sur base de leur lecture très rigoriste de la Sunna. Avec un régime qui est en 2001 terriblement strict, notamment à Djalabib pour les femmes. Oui, vous vous souvenez sans doute de ces images qui ont fait le tour du monde, de lapidation de femmes dans le stade de foot de Kaboul, d'interdiction d'aller à l'école, interdiction aux femmes de se promener seules, sans un homme, voire un petit garçon de 6 ans. Voilà, et toutes ces choses horribles dont vont souffrir énormément les femmes, mais de façon beaucoup plus générale aussi les Afghans. Alors, le 9 septembre, Massoud est donc victime d'un attentat à la caméra piégée, on vient de l'entendre, mené par les combattants d'Al-Qaïda dans les montagnes du nord de l'Afghanistan. Puis 2 jours plus tard, à des milliers de kilomètres de là, New York vit l'acte terroriste aujourd'hui encore le plus meurtrier jamais perpétré. Après ce mardi matin-là, 2977 personnes vont perdre la vie. Je me trouvais au 36e étage du building numéro 1. C'était comme un tremblement de terre. Tout a tremblé. Il y avait des débris partout. C'était incroyable. Sous les yeux incrédules des New-Yorkais, la première tour s'effondre, suivie une demi-heure plus tard par la seconde. 2 fois 110 étages qui s'écroulent, provoquant une panique indescriptible dans Manhattan. Des tonnes de poussière, un fracas épouvantable. Nul ne sait combien sont les victimes, mais on craint de devoir les compter par milliers. Alors André, c'est la confusion totale sur les auteurs de cet attentat. Qui peut être derrière cette vague d'attentats ? Alors, on vous l'a dit, personne. Personne pour l'instant ne revendique cette série d'attentats. Ladies and gentlemen, the President of the United States, George W. Bush. Today we've had a national tragedy. Aujourd'hui, notre pays vit une tragédie nationale. 2 avions se sont écrasés sur les tours du World Trade Center. Il semble que ce soit une attaque terroriste contre notre pays. J'ai parlé avec le vice-président, le gouverneur de New York et le directeur du FBI. J'ai ordonné que toutes les forces du gouvernement fédéral joignent leurs efforts pour aider les victimes et leurs familles et qu'ils mènent une enquête à grande échelle pour poursuivre et trouver les gens qui ont commis cet acte. On peut aussi penser, on l'a dit, à ce milliardaire islamiste Oussama Ben Laden qui a déclaré presque à lui tout seul et pour des raisons souvent bien personnelles la guerre aux États-Unis. Et l'avenir dira qu'il s'agit bien des terroristes. Là aussi, comme pour l'assassinat du commandant Massoud, d'Al-Qaïda, c'est signé Ben Laden. Alors peut-être, avant d'aller plus loin et rapidement, Nicolas Gosset, est-ce qu'il y a un lien formel, direct, entre la mort du commandant Massoud, son assassinat dans les montagnes du Panjshir, et les attentats du World Trade Center 2 jours plus tard ? On est dans un fil rouge historique évident. On va presque dire que l'assassinat de Massoud, c'est l'acte 1 local de l'acte 2 global que sont les attentats du 11 septembre. Parce que Djalabib mentionnait la grande tournée d'avril 2001 du commandant Massoud à la tribune du Parlement européen. C'était Nicole Fontaine, alors présidente, qui met en garde les Européens, le monde, les États-Unis contre la présence d'Al-Qaïda en Afghanistan et que ça va faire un retour de flamme
dans le visage des Occidentaux. En début septembre, il est assassiné et puis viennent les attentats 2 jours plus tard. Donc on est vraiment dans cette dialectique entre l'acte 1 local, l'acte 2 global. Alors après les attentats du 11 septembre, tous les regards, surtout les regards américains, se tournent vers l'Afghanistan, là où se cache Ben Laden sous la protection des talibans. S'engage alors une sorte de conversation entre Américains et talibans par médias, par déclarations interposées. En Afghanistan, le régime des talibans multiplie les déclarations contradictoires à propos d'Oussama Ben Laden. La dernière en date vient d'être recueillie par nos confrères de TF1. La première question sera à propos de Ben Laden. Est-ce que vous êtes prêt à livrer Ben Laden aux États-Unis ? Non. Et on ne le recherche pas non plus. Il est notre hôte, notre invité. Et dans notre société, nous honorons nos invités. On ne les livre pas à leurs ennemis. On ne leur demande pas non plus quand est-ce qu'ils vont quitter la maison. Oussama est l'homme le plus recherché dans le monde. C'est difficile pour nous de savoir où il est. Il est peut-être à Kandahar, à Djellabad ou ailleurs. Il est peut-être déjà sorti d'Afghanistan. Mais pourtant, vous prenez le risque en gardant cet homme que, à cause de lui, votre pays soit entièrement détruit par une attaque américaine. Tous les pays ont peur des États-Unis. Mais nous, la seule chose que nous craignons, c'est Dieu. On s'est battu contre les Russes, à l'époque où l'armée rouge était la plus puissante et la plus brutale du monde. Et on les a vaincus. J'ai dit que les talibans doivent démanteler l'organisation Al-Qaïda qui vit en Afghanistan, qu'ils doivent détruire les structures terroristes. Ils doivent le faire, sinon il y aura des conséquences. La capitale afghane a été attaquée par des tirs. Des explosions ont été entendues dans le centre de Kaboul et environ 10 minutes plus tard, des responsables américains annonçaient que les États-Unis lançaient une attaque sur l'Afghanistan. Bon après-midi. J'ai donné l'ordre. Les États-Unis ont commencé des attaques contre les camps d'entraînement et des installations militaires du régime taliban. Ces cibles et actions prudemment choisies en Afghanistan parce qu'elles sont des bases terroristes. Nous voulons attaquer les capacités militaires du régime taliban. On est joint dans cette action par la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie, l'Allemagne, la France aussi, qui ont fourni des forces d'intervention. Première frappe américaine donc et de l'Alliance internationale d'ailleurs, nous sommes en octobre 2000. Alors Hadj El-Habib, vous êtes journaliste JT à l'époque et c'est vous qu'on envoie sur place au Pakistan, à la frontière, où se trouvent également beaucoup de talibans. Alors comment ça se passe pour vous à ce moment-là, sur le terrain ? Alors moi j'étais à Peshawar, à la frontière afghano-pakistanaise, et on voyait arriver les premiers réfugiés, les populations qui fouillaient, et ce qui m'a marqué à l'époque, c'est leurs interrogations. Donc beaucoup se demandaient qui les bombardait. Certains pensaient que c'était les Russes. Et donc, ça dit beaucoup sur la compréhension et la façon dont des enjeux globaux et dont sont victimes finalement ces populations depuis déjà à l'époque plusieurs décennies, et qui avait donc un fossé entre d'une part nous, journalistes, et puis le monde occidental abreuvé de toutes ces images, abreuvé du 11 septembre. Beaucoup des populations qui suivaient n'avaient jamais entendu parler du World Trade Center, ni même d'Oussama Ben Laden. Ça veut dire qu'il n'y avait pas particulièrement de soulagement non plus à voir les talibans boutés hors du pouvoir comme ça ? Non, du tout. Et pour la petite histoire, plus tard, les Américains vont larguer les portraits du Mollah Omar et d'Oussama Ben Laden, d'abord d'Oussama Ben Laden, en disant à la population de les livrer, et que c'est après ces deux hommes-là, et surtout après Oussama Ben Laden, qu'ils en ont. Et beaucoup, en fait, découvriront pour la première fois le visage d'Oussama Ben Laden qui
a joué pourtant un rôle dans la région depuis des décennies, puisqu'il faut savoir quand même que c'est déjà en 1979 qu'il est dépêché par le roi Faisal d'Arabie Saoudite pour rassembler et organiser les moudjahidines qui vont se battre contre les Russes. Donc, quand on dit « faisons attention, talibans, Al-Qaïda », ce n'est pas la même chose. Il y a quand même une racine commune qui remonte à 1979 et cette opposition avec l'URSS. Nicolas Gosset, cette guerre, elle ressemble à quoi? Est-ce que c'est rapide? Est-ce que c'est éclair? Ou est-ce que ça prend du temps? La violence s'installe dans le temps? C'est une guerre qui reflète à la fois les deux mondes, parce qu'on a ces bombardements aériens américains sur les installations terroristes, et puis on a l'Alliance du Nord à cheval pour partie, qui descend depuis les montagnes du Badakhshan, du nord de l'Afghanistan, avec tous ces seigneurs de guerre, souvent avec des réputations et des passés difficiles. Bon, certains d'entre eux ont vraiment été des bouchers pour la population afghane. Donc ça qui descend sur les villes et qui reprend le pouvoir dans Kaboul, c'est pour ça que quand Adjal Habib mentionne la sidération et la difficulté aussi pour les gens de prendre ça de manière positive, il faut voir que les figures qui arrivaient n'étaient pas tout le temps très savoureuses. L'histoire continue sur la première. Et nous remontons le temps peu à peu. Les Américains et la coalition internationale sont donc installés en Afghanistan. La présence internationale s'organise. Il y aura d'ailleurs des forces belges qui vont y participer. Nicolas Gosset, à ce moment-là, c'est quoi le projet des Américains pour l'Afghanistan? Qu'est-ce qu'ils veulent en faire dans les années qui viennent? Et est-ce qu'ils comptent rester? Le projet de l'administration Bush n'est pas très clair dès le début. On a affaire à quelque chose de punitif. Il faut punir ceux qui ont commis les attentats. Il faut attraper les mauvais. C'est ça l'idée à la base. Et les mauvais, c'est Ben Laden et par assimilation, les talibans qui sont assimilés à des terroristes. Pendant des années et des années, les Américains ont considéré les talibans comme des terroristes et c'est la raison pour laquelle ils refusaient de leur parler. Il y a une vengeance aussi, il y a une dimension vraiment punitive, une dimension punitive qui va porter le début des opérations jusque dans les années 2003-2004 où on se dit on est là. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc vient ce projet de construction d'un État afghan, de transformation de l'Afghanistan, qui va même évoluer presque vers la construction d'un modèle démocratique en Afghanistan. On essaye de faire un État afghan démocratique et moderne. C'est ça, on essaie de faire État-nation démocratique, ce qui aujourd'hui même, et c'est le grand paradoxe et le grand bras tordu de l'histoire, le président Biden nie cette dimension du projet américain. En disant que l'idée c'était d'aller déloger Al-Qaïda, mais qu'on n'a jamais voulu construire une nation. Voilà, on peut réécrire l'histoire a posteriori. Mais en disant ça, il réécrit 20 années. Oui. Il a été parti d'une administration Obama dont le projet a été la construction d'un État-nation afghan. D'ailleurs, l'opération s'appelait Liberté immuable. Oui, c'est dire beaucoup. Et alors, ce qui est intéressant aussi, on a entendu cette réflexion-là du Taliban. On a vaincu l'Empire russe. Et bon, ici, on réentend. Et maintenant, on a vaincu le deuxième grand empire, l'Empire américain. C'est ça aussi, après 20 ans de guerre, qui ressort du discours taliban aujourd'hui. Tout à fait. L'Afghanistan, le royaume de l'insolence, dit-on. Le cimetière des empires et le royaume de l'insolence. Donc, des populations qui, malgré toutes leurs divisions, malgré leur complexité interne, dès qu'il y a un envahisseur extérieur, dès qu'il y a une volonté extérieure de leur imposer quelque chose, ils font bloc, ils résistent, même si c'est parfois segmenté, mais et toujours ils ont vaincu. Ils ont vaincu l'Empire britannique, l'Empire russe, l'Empire américain. Cela dit, Adjal Habib, est-ce que les talibans d'aujourd'hui sont les mêmes que les talibans de l'époque, d'il y a 20 ans, ou est-ce que la situation a changé? Alors, bien sûr, la situation a changé. Il y en a qui ont fait de la prison, qui sont passés par la case Guantanamo. Il y en a qui font, d'ailleurs, c'est un paradoxe, toujours l'objet de recherche et leur tête est toujours mise à prix. Je pense à celui qui est pour l'instant responsable de la défense de Kaboul. Il y a le fils du Mollah Omar. Bref, oui, il y a une continuité, mais ils sont différents. Ils tweetent, ils parlent l'anglais, ils ont appris à communiquer, en tout cas différemment. Donc, il y a une évolution, mais peut-être pas dans l'islam, en tout cas, et les valeurs qu'il prône, puisqu'on a assisté déjà à des portraits arrachés, des publicités
interdites au sein de Kaboul, des journalistes femmes interdites d'exercer leur métier, des fouilles ciblées et évidemment les premiers signaux qui ont été envoyés ne sont pas rassurants. Alors aussi, continuité de l'histoire, Nicolas Gosset, c'est qu'en 2001, l'opposant numéro 1 aux talibans, c'est le commandant Massoud. Évidemment, on l'a bien raconté, il a été assassiné. Et aujourd'hui, l'opposant numéro 1, c'est encore un Massoud, c'est le fils Massoud ou la famille Massoud, puisqu'il n'y a pas que le fils. Oui, quoique l'échelle est quand même largement différente, parce que Massoud pesait d'un poids tout autre dans la vie politique afghane de l'époque par rapport à son fils aujourd'hui, qui a du charisme, qui a une base de légitimité, mais qui est beaucoup moins forte. Et certainement, la principale différence, c'est que les talibans tiennent aujourd'hui beaucoup plus largement le pays qu'ils ne le tenaient en 2001 ou à la fin des années 90. Mais il y a cette vallée du Panjshir, le fief de Massoud, qui aujourd'hui encore est un îlot de résistance. Mais que peut la vallée du Panjshir, qui est certes un îlot de résistance, face à ceux qui se proclament de l'État islamique du Khorasan, qui est donc la région beaucoup plus large que l'Afghanistan, qui comprend l'Iran, le Pakistan, etc., et qui remonte à une époque médiévale et qui laisse sous-entendre donc que ces extrémistes ont aussi des prétentions expansionnistes. Ah oui. Donc voilà, avec aussi, oui, le fils du commandant Massoud, qui n'avait qu'une dizaine d'années au moment de la mort de son père, qui lui était un combattant reconnu, un moudjahidine, qui avait obtenu quand même des résultats sur le terrain, qui s'était battu et qui avait même le respect de ses pires ennemis. Mais aujourd'hui, ce garçon qui a une trentaine... Enfin, pardon, ce n'est plus un garçon, c'est un homme, mais qui a fait des études à l'étranger, qui a la légitimité de son nom et de son sang. C'est important en Afghanistan, mais est-ce que ça suffira ? Et au-delà d'Ahmad Massoud, on est quand même dans une période extrêmement fluide ici. On ne sait pas quelle va être la forme du gouvernement taliban une fois que les masques seront tombés, que les personnes seront identifiées, qu'on saura s'ils ont ouvert en direction de certaines personnalités politiques ou pas, alors des dynamiques de résistance vont se mettre en place. Mais pour le moment, on est dans une forme d'attentisme. Le fils Massoud lui-même a tendu la main vers les talibans en leur disant « Si vous ouvrez votre gouvernement, eh bien il n'y aura pas de résistance armée. Ce qu'ils veulent, c'est une ouverture et un gouvernement qui soit représentatif de toute la diversité de l'Afghanistan. » On entendait Adjel Habib à l'instant évoquer l'État islamique qui est présent en Afghanistan. On pense évidemment à l'attentat à l'aéroport de Kaboul. Nicolas Gosset, est-ce que l'Afghanistan pourrait à nouveau être une base arrière, un refuge pour le terrorisme, pour le djihadisme international ? Inévitablement, dans toute l'histoire contemporaine, quand vous avez un État qui est effondré, un État trou noir, où les populations sont laissées sans assistance humanitaire, sans service public, sans État, il y a du risque que des forces djihadistes viennent se greffer, profiter de la situation pour constituer des nouveaux sanctuaires. Effectivement, aujourd'hui, il y a cette présence de filiales de l'État islamique dans la région, dont on voit qu'elles sont capables de frapper durement jusque dans Kaboul. Effectivement, si on devait avoir une situation de décomposition entre différentes factions talibanes qui attirent d'autres forces djihadistes, on va avoir une nouvelle spirale de guerre civile et de violence qui va se mettre en place. Adjel Habib, 20 ans après, votre sentiment quand cette guerre, avec la chute de Kaboul, se termine, les derniers Américains ont quitté officiellement le territoire il y a quelques jours, c'est de se dire que ça n'a servi à rien? Parce que c'est l'image que beaucoup d'entre nous ont eu. On se dit, tiens, c'est 20 ans pour rien. On a fait 20 ans de guerre, des milliards dépensés. Finalement, on revient au point de départ. Est-ce que c'est vraiment le point de départ ? Alors, je ne pense pas on ne revient jamais au point de départ. Il y a toute une classe politique qui était formée. Au Parlement afghan, il y avait 27% de femmes députées. C'est presque... Mais vous le dites au passé. Voilà, parce qu'on ne sait plus ce qu'il reste aujourd'hui de ce Parlement afghan. Maintenant, il y a toutes ces personnalités politiques qui attendent à Doha, à Dubaï, à Washington, les clés de l'avenir et qui sont prêtes à intervenir. Alors, je ne dirais pas que tout ça n'était pour rien, mais je dirais surtout que
le monde, l'Europe, les États-Unis doivent tirer les leçons de ce que fut la politique internationale depuis les années d'après-guerre, en fait. Parce que tout ça, c'est le résultat de jeux, d'influences, d'intérêts égoïstes et hypocrites, dont on paye les conséquences aujourd'hui. Et ce pays qu'est l'Afghanistan, qui est bordé par 6 autres pays, dont 3 très importants, la Chine, l'Iran et la Russie, eh bien, fut de tout temps l'objet de convoitises. Et donc, oui, c'est dommage. J'ai l'impression d'un énorme gâchis dont, voilà, vous avez parlé de l'Afghanistan comme de cette terre rebelle, de résistance, mais c'est aussi une terre de souffrance, malgré elle, parce qu'ils y peuvent rien, ces Afghans, d'être au milieu, en fait, de grandes puissances qui cherchent à étendre leur influence, en dépit de tout bon sens, en fait, et de respect des règles principales des êtres humains. Nicolas Gosset, vous êtes d'accord avec ça? Ces 20 ans de guerre, finalement, c'est un gâchis? En tout cas, le plan militaire, force est de constater que ça n'a pas apporté de solution pérenne et on est dans un retour à la case départ. Par contre, moi, là où je pense qu'il y a une vraie différence au plan du changement, c'est que la société afghane a vraiment profondément changé. Le pays s'est globalisé dans une certaine manière. Il y a des pans entiers de la société dans les villes qui a eu accès à des nouveaux médias, beaucoup plus d'éducation, du développement économique. Et c'est pour ça que je pense que les talibans aujourd'hui changent non pas parce qu'ils sont devenus illuminés par une forme d'humanisme, mais parce qu'ils sont conscients qu'ils ne pourront exercer leur pouvoir sur la société afghane d'aujourd'hui que s'ils comprennent une partie de ce changement et qu'ils s'y adaptent. Et quand on parle du pragmatisme taliban, qui est un mot que je n'aime pas, mais qui est leur sorte d'adaptation contrainte à la réalité, et parce que j'ai le sentiment profond que si ils ne vont pas dans cette direction-là, les résistances à l'intérieur de la société afghane, et pas seulement militaires, les résistances implicites, quotidiennes des femmes, des gens, seront tellement fortes qu'ils ne pourront pas gouverner. Oui, c'est pas pour rien que les premières manifestations qui ont eu lieu à Kaboul ont été menées par des femmes. Tout à fait. On a vu des femmes devant les drapeaux afghans. Allez, on termine presque cette émission sur une note d'espoir. Merci Nicolas Gosset d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'École royale militaire, spécialiste de la géopolitique de l'Asie centrale. Merci à vous. Merci Adja Labib d'avoir été dans cette émission, journaliste évidemment, ici à la RTBF. Merci à vous. Raconter le passé pour éclairer le présent, c'est ce que nous voulons faire chaque semaine dans l'Histoire continue. Avec les archives de la Sonuma, l'émission est réalisée par Jonathan Remy.